Je vous le disais, on démarre tout de suite avec l'aide juridique. L'aide juridique a été réformée il y a 1 an exactement, 1 an après. Quelles conséquences sur le terrain pour les justiciables? Jean-Marie Picard, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors cette réforme a été très critiquée, notamment par toute une série d'acteurs de terrain, par toute une série d'associations. Est-ce que l'accès à la justice est aujourd'hui plus difficile? Oui, certainement. Je pense que ce n'était pas la volonté du gouvernement, mais on est passé d'une logique qui date de 1998, où l'objectif était d'être certain que tous ceux qui avaient besoin d'aide juridique soient pourvus d'un avocat pour les défendre, à une logique de responsabilisation, ça c'est à la mode, qui part du principe qu'il y a des abus, qui n'ont, à ma connaissance, jamais été chiffrés, qui n'ont jamais été identifiés, mais on partait du principe qu'il y avait des abus. Et il faut dire que des avocats et des praticiens de l'aide juridique disaient eux-mêmes qu'il y avait des abus. Donc, il y avait débat sur la question. C'est une motivation que vous contestez, le fait de baser cette réforme de l'aide juridique sur l'idée qu'il y avait des abus? J'entends dire qu'il y a des abus et je n'ai pas de chiffres qui me permettent de dire qu'il y a des abus en quantité énorme. Mais on est parti du principe, vrai ou faux, on est parti du principe qu'il y avait des abus et donc qu'il fallait responsabiliser les justiciables. Et donc, les justiciables qui demandent l'aide juridique. Et donc, on a d'une part instauré un ticket modérateur. C'est-à-dire une contribution financière qui est demandée aux justiciables et qui n'existait pas auparavant. Donc, ils doivent contribuer financièrement. Ils doivent contribuer 2 fois. Une fois quand on leur désigne un avocat, l'avocat ouvre le dossier et puis il arrive, ça arrive fréquemment, à la conclusion qu'il faut introduire une procédure. Et il y a un deuxième ticket modérateur, une deuxième contribution. 20 € pour la première, 30 € pour la deuxième. Je m'empresse de dire que la loi a prévu de nombreuses exceptions et permet aux présidents des bureaux d'aide juridique de constater eux-mêmes qu'il y a lieu de dispenser de ces contributions. Et peut-être pour avancer un peu dans le débat, je pense que nous ne faisons pas assez usage de ces exceptions. Je pense qu'il y a plus de monde qui devrait être dispensé. Alors ça, vous nous l'expliquerez, parce qu'on va peut-être faire réagir aussi nos autres invités. Bonsoir Catherine Eugin, vous êtes avocate, vous traitez beaucoup de dossiers en aide juridique. Est-ce que vous vous rendez compte, vous, sur le terrain, dans votre cabinet, que c'est plus difficile aujourd'hui? Tout à fait. Je voudrais peut-être juste revenir sur le problème de l'abus, parce que si on prend les travaux préparatoires de la loi, très clairement, le ministre se réfère à une étude qui dit et qui constate qu'effectivement, le nombre de dossiers a évolué au fil des années en augmentation. Mais les auteurs de cette étude ont fait un communiqué de presse au moment où cette étude a été connue pour dire qu'eux ne se prononçaient pas sur l'origine de cette augmentation et qu'en aucun cas ils ne voulaient le lier à un quelconque abus. Et dans les travaux préparatoires, nous avons aussi l'avis de la Cour des comptes qui dit que l'augmentation du nombre de dossiers en aide juridique est sans doute liée aussi à la crise économique et sociale et à d'autres choses comme le fait que les seuils d'accès ont été relevés. Ils ont été relevés de 12% en 2012. Alors oui, il parlait d'abus, il parlait aussi de surconsommation. D'ailleurs, je précise à cette occasion-là que nous avons lancé une invitation au ministre de la Justice, Koen Geens, qui n'a pas souhaité ou qui n'a pas pu venir. Nous avons aussi lancé une invitation à toute une série aux députés de la majorité, mais personne n'a pu trouver de temps ou n'a pu en tout cas se rendre disponible pour participer à cette émission. Voilà, précision faite. Je trouvais ça important de fixer le cadre parce qu'en aucun cas on est dans une situation où des gens feraient des dossiers pour le plaisir, abuseraient de la possibilité d'entamer des procédures. Alors concrètement, j'ai un dossier où j'ai été désignée en 2015. Donc avant la réforme, la dame est aidée par le CPAS et une seule attestation du CPS a suffi à la désignation. Nous avons gagné le procès en première instance, l'autre partie est allée en appel et pour la désignation en appel, j'ai dû produire 16 pages de dossier. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, alors justement, pour bien comprendre ça, on va peut-être expliquer aussi Achilvi Dockets, bonsoir. Bonsoir. Donc vous représentez ici la plateforme Justice pour tous qui rassemble 25 associations qui dénoncent aujourd'hui cette réforme. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans l'aide juridique? Ce qui change, en tout cas... Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé plutôt il y a 1 an lors de la réforme de l'aide juridique?
Ce que nous constatons sur le terrain en tant qu'association, c'est que il y a 3 impacts négatifs de cette réforme, à commencer par justement la série de documents qu'on demande maintenant aux justiciables de fournir à leur avocat dans le cadre de la désignation. Ce n'était pas le cas avant, donc il doit fournir une série de documents pour prouver qu'ils sont dans les conditions pour avoir accès à l'aide juridique. Oui, et je vais aller plus loin. Il y a même ceux qui étaient considérés comme présumés être dans les conditions d'aide juridique et qui devaient pas vraiment procurer de documents. On pense aux personnes qui sont détenues, qui souffrent de maladies mentales, ou alors des étrangers qui introduisent des demandes de régularisation ou les demandeurs d'asile. Maintenant, le législateur a intégré que lorsqu'ils introduisent leurs demandes, au-delà de leur situation, ils doivent fournir des documents probants. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition de ces documents et donc c'est laissé à l'appréciation du bureau d'aide juridique. Et donc, dans ce cas-là, nous trouvons que ça alourdit considérablement l'accès à la justice parce que ces documents ne sont pas connus d'avance. Et lorsque, voilà, de bonne foi, l'avocat demande serait-ce qu'un 9 bis qui a été peut-être introduit avant pour prouver la situation. Peut-être pas de nom de documents comme ça qui sont un peu compliqués. On a compris en tout cas que les documents qui étaient demandés aux justiciables sont plus importants aujourd'hui qu'auparavant. Oui. C'est ça que vous expliquez, Catherine Lejeun. Vous avez, alors là, vous aussi, un travail de paperasserie qui est beaucoup plus important qu'auparavant. Eh bien, écoutez, on a estimé une moyenne d'1 heure de travail répartie sur plusieurs entretiens pour constituer un dossier pour la désignation dans le cadre de l'aide juridique. Donc la désignation, donc cette étape qui consiste à désigner un avocat pour le justiciable en fonction de sa demande. La conséquence immédiate, c'est aussi que moi je suis beaucoup devant le tribunal du travail, il arrive fréquemment qu'en fait les gens viennent sans avocat. Pourquoi ? Ils expliquent, soit ils ont été au bureau d'aide juridique 3, 4 fois et on leur a chaque fois demandé des pièces différentes, soit on leur a dit que s'ils voulaient la désignation d'un avocat, ils devaient payer 50 €. Et ça, ils ne peuvent pas. C'est aussi simple que ça. Les gens qui n'ont rien ne peuvent pas payer 50 € pour la désignation d'un avocat. Donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus qu'auparavant des justiciables qui se défendent tout seuls, qui n'ont pas d'avocat pour les assister devant le tribunal. Avant, devant le tribunal du travail, il y avait une habitude qui s'était prise quand une personne était seule, s'exprimait mal ou qu'elle avait une affaire un peu compliquée, de dire aux gens, écoutez, revenez dans 15 jours, vous avez 15 jours pour aller chercher un avocat et après on verra avec votre avocat, vous serez accompagné. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que 15 jours, ce n'est pas suffisant pour obtenir la désignation d'un avocat. Oui, Jean-Marie Picard, est-ce qu'on n'est pas face là à un problème assez grave puisque l'accès à la justice, il faut le rappeler, c'est un droit fondamental. C'est un droit constitutionnel. Je pense qu'on est face à un problème qui découle en partie de la loi, mais en partie d'une mauvaise application de la loi. Pour essayer de dire les choses compliquées, de les dire simplement. Auparavant, on était dans une situation, on montrait qu'on était dans une situation, on recevait l'aide d'un avocat. Maintenant, on dit qu'on est dans une situation, on doit encore amener les documents dont ces dames viennent de parler pour montrer que même si on est dans cette situation, on n'a quand même pas les moyens de se payer un avocat. Alors, il y a une question d'interprétation, de savoir où on met le curseur. Et je pense que nous serrons trop le curseur pour le moment, que les bureaux d'aide juridique serrent trop le curseur. L'analyse simple doit être la suivante. Vous dites que vous êtes dans telle situation. On pose aux personnes 3 ou 4 questions, qui sont des questions toutes simples. Est-ce que, outre le logement dans lequel vous habitez, vous avez un autre logement ? Dans quelle voiture est-ce que vous roulez ? Si on roule en Porsche ou en Jaguar, ça posera des questions. Est-ce qu'on a des sommes importantes sur un compte bancaire ? Ces 3 questions. Si on répond non à ces 3 questions, à mes yeux, on a droit à recevoir un avocat d'aide juridique. Et il y a un dérapage. Oui, alors justement, vous dites à mes yeux, mais donc ça veut dire qu'en fonction des différents bureaux d'aide juridique, évidemment, ces règles pourront être appréciées de manière différente. Est-ce que ça ne crée pas une inégalité du coup entre les citoyens ? Pour le moment, il y a une inégalité d'application. Il y a, je dirais, même au sein de certains bureaux d'aide juridique. Le bureau d'aide juridique de Bruxelles est un très gros bureau d'aide juridique, et donc on peut être en contact avec une personne et le lendemain, quelqu'un d'autre sera en contact avec une autre personne qui risque d'avoir des appréciations différentes. Et c'est ça qui ne va pas. Nous devons travailler à harmoniser et, à mon avis, à moins compliquer les documents supplémentaires que nous demandons. En d'autres termes, on doit revenir... Mais est-ce que ce sera le cas, ça ? Est-ce que ça va être appliqué dans les différents bureaux d'aide juridique ? Mais c'est un gros changement. Là, il faut se rendre compte que cette loi est un gros changement. Elle était nécessaire, cette réforme, selon vous ? Alors, elle était nécessaire. Il y a 2 éléments à cette réforme. Il y a un élément dont on parle souvent peu. Il y avait une nécessité
impératif de refinancer l'aide juridique. Alors, on a compliqué les conditions d'accès d'un côté, mais on a refinancé de l'autre côté. Et on a refinancé à peu près à raison de 10 ou 20%. Alors, je fais réagir Catherine Legin et Achilvi Doquette qui font nom de la tête. Catherine Legin, vous n'êtes pas d'accord avec... Absolument pas d'accord, parce que ça a été dit d'ailleurs dans une assemblée assez houleuse au BAJ de Bruxelles. Rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Mais en fait, le problème, c'est que les 50 € de contribution forfaitaire, le législateur, quelque part, savait que ça serait trop demandé aux gens, et donc ils ont prévu dans la loi que l'avocat peut renoncer à ces 50 €. Et donc, quand dans l'Assemblée générale, on nous a voulu nous dire, mais c'est refinancé puisqu'il y aura tous ces 50 € en plus. C'est pas ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les avocats ont crié dans l'Assemblée, oui, mais c'est nous qui les finançons, les 50 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous acceptez un dossier Prodeo, rapidement, parce que malheureusement, on arrive au terme. Oui, alors rapidement, Achilvi Doquette, là-dessus, très rapidement avant de conclure. D'accord. Je rebondis sur cet élément du ticket modérateur en tant que travailleurs sur le terrain, donc côtoyons ces justiciables, parce que du coup, moi, j'ai l'impression que ces personnes n'ont pas voix au chapitre, parce que ce débat a été fait entre les politiques et le bureau d'aide juridique, mais à aucun moment on les a mis au centre du débat. Ce ticket modérateur a aussi comme problème de mettre à mal l'accès à la justice, en dehors de cette série de documents qui doit être fournie. Pourquoi ? Parce que 50 €, quand je lis les travaux préparatoires, on dit que c'est une modique somme, les 20 €, les 30 €, ce n'est pas le cas. Les personnes qu'on accompagne, les personnes qu'on voit n'ont pas cette somme. Il y a des personnes, avec 20 €, ils mangent et doivent parfois se priver des besoins fondamentaux pour avoir accès à la justice. Et donc ce ticket modérateur, d'accord, c'est pour refinancer l'aide juridique, mais ce n'est pas sur eux qu'on doit reposer ce refinancement. Alors, je vois Jean-Marie Picard, vous faites nom de la tête du gouvernement. Vous avez 30 secondes parce qu'on doit conclure. Il ne faudra pas plus. Ce n'est pas le ticket modérateur qui refinance, et vous avez évidemment raison que les personnes dont vous parlez doivent être dispensées du ticket modérateur. Mais la loi a prévu aussi la création d'un fonds de financement de l'aide juridique qui augmente le budget indépendamment du ticket modérateur d'un montant qui, pour le moment, est évalué entre 7 et 14 millions d'euros. Je terminerai en disant que, en matière de justice, et même en matière de service public en général, à ma connaissance, à l'heure actuelle, c'est le seul service public qui est refinancé de la sorte. Alors, on ne vous mettra pas d'accord ce soir, mais en tout cas, on sait que le débat continue. Je précise juste que vous avez publié à la plateforme Justice pour tous ce livre noir de la réforme de l'aide juridique qui contient notamment beaucoup de témoignages de justiciables qui racontent leur parcours à travers cette réforme et leurs difficultés à travers cette réforme. Toute dernière question, qu'est-ce que vous demandez avec la plateforme Justice pour tous, qu'on retire purement et simplement cette réforme et qu'on revienne à la situation précédente ? En un mot. Notre volonté à nous, c'est de revoir justement les conditions de désignation. La procédure, comme vous l'avez bien expliqué, n'est pas adéquate. C'est une vraie entrave à l'accès à la justice, donc revoir les séries de documents, la charge qui pèse sur les épaules des avocats et des justiciables, la clarification des critères, parce que ça aussi, voilà. On peut réformer, mais pas comme ça, et vous voulez qu'on revienne sur cette réforme. Et suppression pure et simple de ce ticket modérateur. Donc les 20 et puis 30 € demandés, qui n'ont pas lieu, n'ont pas lieu. Et par rapport aux rémunérations des avocats, si on n'a pas le temps d'en parler, d'avoir une rémunération. Vous êtes en discussion avec le politique là-dessus ? On ne nous a pas invités. C'est ça le fonds de financement dont je parlais. Non, mais absolument pas. Il y a des juridictions. Je vous arrête. Je suis désolée. Je suis obligée de clôturer. Mais en tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous exposer vos points de vue et d'être venus nous donner vos témoignages. Merci.